Alors bonjour, je suis Pierre-Emmanuel Sugier, je suis postdoctorant au laboratoire de mathématiques appliquées de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je vais vous présenter donc les méthodes de méta-analyse bayésienne adaptées pour l'analyse de la pléiotropie qu'on a développées récemment et publiées donc en début d'année dans Statistics in Medicine dans le cadre donc d'un projet que je coordonne, qui implique donc le LMAP et le Centre d'épidémiologie en santé des populations, donc à Villejuif. Donc pour le contexte, donc on s'intéresse ici à l'épidémiologie génétique des maladies complexes, comme les cancers. Ce sont des maladies communes en population, et donc de précédentes études ont montré que ces maladies complexes étaient donc, dans ces maladies complexes, le modèle génétique comportait de très nombreux variants avec des effets plutôt faibles à modérés. Donc on est dans le cadre donc avec ces données génétiques avec donc des données pour lesquelles on a en général donc pour les données donc génotypées à partir de 500 000 variants génétiques jusqu'à plusieurs millions voire dizaines de millions pour les données imputées. Donc on est dans des cas où donc on a des matrices n croix p avec un dp très largement supérieur au n. Donc les analyses usuelles dans ce cadre-là sont les GWAS pour Genome Wide Association Study, donc analyse pangénomique simple marqueur en français, qui consiste un peu brutalement à tester tout au long du génome les SNP de manière indépendante, donc les variants génétiques appelés SNP, de manière indépendante pour leur association avec la maladie, donc suivant certaines covariables. Donc ces analyses ont permis de montrer que de très nombreuses associations entre donc des variants génétiques et des maladies complexes, mais évidemment elles comportent donc quelques limites, notamment le fait de ne pas pouvoir prendre en compte certaines structures qui pourraient avoir impacté donc les maladies complexes, et également des problèmes liés aux tests multiples puisqu'on effectue de très nombreux tests statistiques et que on a un lac de puissance. Donc il est important de rappeler que donc, les données génétiques sont des données très corrélées. Donc on peut mesurer la corrélation entre SNP à travers le linkage, enfin le déséquilibre de liaison. Donc il y a de très nombreux blocs de déséquilibre de liaison dans les données qui peuvent varier d'une région à l'autre. Et c'est aussi des données structurées. Donc on peut les structurer à travers des objets qui ont un sens biologique, comme le gène ou les pathways biologiques qui sont des ensembles de gènes qui peuvent avoir des fonctions similaires et agir ensemble pour réguler un système biologique. Donc les GWAS ont notamment montré donc, que la pléiotropie est un phénomène très présent dans les maladies humaines. Donc la pléiotropie, j'y viens, c'est le fait que un seul gène ou un seul variant génétique peut avoir un effet sur différentes maladies. Et donc nous avons pour objectif de pouvoir combiner différentes études sur différentes maladies ensemble pour gagner en pouvoir de détection des associations cross-phénotypes, donc qui sont donc des variants génétiques qui sont associés à différentes maladies. Alors plus tard je vais parler de pléiotropie, c'est inexact, puisque en fait pour parler de pléiotropie il faut avoir le schéma causal. Or on fait des analyses, il faudra faire des analyses subsidiaires pour pouvoir déterminer le schéma causal ensuite. Voilà, on cherche des associations cross-phénotypes. Et donc on pense que, on a pour but d'incorporer la structure de groupe, les informations biologiques, pour pouvoir donc observer cette pléiotropie, détecter la pléiotropie aussi, pas seulement au niveau des SNP, des variants génétiques, mais également au niveau de groupes comme les gènes ou les pathways biologiques. Et on pense également que donc, intégrer cette information peut permettre de gagner en puissance de détection aussi pour la détection de la pléiotropie au niveau des SNP. Donc, un des premiers problèmes, même si c'est pas quelque chose dont on pense toujours parce que ça paraît évident, mais dans ce cadre donc quand on veut développer, utiliser des analyses, c'est d'avoir l'accès à des données. Voilà, c'est important d'y penser quand on fait du développement méthodologique. Et donc, c'est pas toujours évident d'avoir accès à de très nombreux datasets, d'échantillons
et d'autant plus quand on veut travailler sur des maladies différentes. Or, il y a de très l'accès aux données individuelles peut être compliqué, mais par contre, il y a beaucoup de données résumées de GWAS qui sont disponibles en ligne ou sur demande. Et donc les méthodes de méta-analyse peuvent permettre de travailler uniquement sur ces données résumées et donc d'exploiter de plus grands échantillons. Donc il y a 3 méthodes de méta-analyse qui ont été déjà développées pour la pléiotropie, 2 méthodes fréquentistes, donc A7 et une très récemment publiée Placo, et une méthode bayésienne, donc c'est P-Bayes pour Bayesian Meta-Analysis for Studying Cross-Phenotype Genetic Association. Donc ici on s'intéresse à CP-Bayes, donc c'est une méthode bayésienne, donc basée sur des priors Spike et Slab. J'y reviendrai plus tard, je vous montrerai un peu l'idée de ces priors, et qui sont basés sur des méthodes de Monte-Carlo par chaîne de Markov. Donc cette méthode elle a de nombreux avantages, donc elle permet de considérer n'importe quel type de phénotype. Donc, ce qui peut permettre notamment d'analyser des phénotypes continus, binaires, etc., voire en même temps. Elle permet aussi de prendre en compte l'hétérogénéité entre la taille et la direction des effets, puisque quand on s'intéresse à la pléiotropie, on ne cherche pas uniquement à trouver des variants génétiques qui ont un effet dans le même sens d'une maladie à l'autre, mais ça nous intéresse également de détecter des signaux qui pourraient avoir un variant génétique qui aura un allèle, qui pourrait avoir un effet délétère sur une maladie et un effet protecteur sur une autre. Mais le problème de cette méthode, c'est qu'on peut analyser que la pléiotropie au niveau des SNP. Donc elle ne considère pas la structure de groupe, et on a développé donc des méthodes de méta-analyse bayésienne qui permettent de détecter la pléiotropie en prenant en compte la structure de groupe, et notamment pour détecter la pléiotropie au niveau de groupe, donc par exemple de gènes ou de pathobiologiques. Donc on a développé 3 méthodes basées sur différents priors Spike and Slab, donc j'y reviendrai plus tard. Donc pour utiliser ces méthodes, donc il nous faut des données résumées de GWAS, mais ça peut être également, si vous avez des données individuelles, vous pouvez également du coup les exploiter. C'est des analyses qui sont faites groupe par groupe, donc on considère ensemble toutes les données résumées des SNP qu'on pourrait annoter aux différents gènes, par exemple si vous analysez des gènes. Donc je ne vais pas vous montrer les différentes formules pour tous les priors de chaque méthode. Je pense que c'est peut-être mieux que je vous décrive brièvement l'idée du Spike and Slab. Donc l'idée c'est que on a 2 priors qui sont ici, donc c'est en une dimension, mais ça marche également avec des multinormales, mais c'est plus facile pour visualiser. Donc on a 2 priors, un Spike and Slab, qui sont 2 normales centrées en 0, avec des variances différentes, donc une très centrée, très réduite, donc avec une probabilité très importante proche de 0, donc ce qu'on peut considérer comme un effet nul, et donc quelque chose qu'on ne peut pas sélectionner, et un slab, donc avec une variance très élevée, donc ça donne une dalle, d'où le slab, qu'on peut considérer comme un effet non nul et quelque chose qu'on veut sélectionner. Donc pour la méthode, ça c'est pour la méthode CS, et pour la méthode DS, le spike, donc la distribution en rouge, est modélisée par une masse de Dirac en 0. Alors, CS et DS ne sont pas designés en soi pour encourager la sparsity, donc la sélection au niveau des SNP, puisque tous les SNP sont soit ensemble dans le spike, soit dans le slab. Donc l'enjeu de ces méthodes, c'est donc déterminer si le postérieur correspond à un spike ou un slab. Par contre, donc, on a développé la méthode HS, qui est une méthode hiérarchique pour permettre de détecter aussi, donc avec 2 Dirac spike and slab au niveau des groupes et au niveau des SNP. Donc à partir de ça, on peut donc définir la pléiotropie au niveau du groupe par donc la probabilité. Est-ce que la probabilité qu'on ait au moins 2 études que le groupe soit sélectionné dans au moins 2 études est supérieure à 50%. Et également, on peut, même si ces méthodes DS et CS ne sont pas designées pour la pléiotropie au niveau des variables, on peut faire de la sélection à partir d'intervalles de crédibilité. Donc voilà, là c'est le pipeline pour CS et DS. On peut aussi également tester H0 en premier lieu, qui est l'hypothèse qu'il n'y a aucune association au niveau du groupe pour aucune étude. Et pour la méthode HS, donc le design est différent. On teste d'abord si une variable pléiotropique à l'aide de la médiane des valeurs des postérieures. Et si on a au moins 2 signaux à non zéro, donc dans le slab
on peut donc considérer que la variable est pléotropique, et on peut également considérer la pléotropie au niveau du groupe s'il y a au moins deux variables non zéro dans au moins 2 études différentes, ce qui permet aussi de considérer la pléotropie au niveau du groupe, même s'il n'y a pas de pléotropie au niveau des variables, c'est-à-dire que c'est 2 SNP différents dans un même gène qui peuvent avoir un effet sur la maladie. Donc pour finir, donc on a fait des études de simulation et on a pu voir en simulation que nos méthodes étaient plus performantes que les méthodes benchmark comme A7 et CPBase. On n'a pas pu tester Placo parce qu'il a été publié juste avant qu'on publie nous-mêmes. Et on a pu donc voir que DS était légèrement meilleur que CS dans presque tous les scénarios et que HS montrait de meilleurs résultats pour la sélection des variables qui ont un très faible effet. Pour l'applicabilité, donc on a développé un package R qui est disponible sur GitHub. Et donc je pense que c'est aussi des méthodes qui peuvent s'appliquer sur d'autres types de données. Hein. Dès que vous pouvez faire des données, regrouper les données, notamment pour les données de gène expression. Donc pensez-y. Donc je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, également la Ligue contre le cancer qui l'a financé. Merci pour votre attention.